Bonsoir, merci donc d'être venu, merci à ceux qui sont connectés en ligne. Donc, pour la plupart, vous ne me connaissez pas, donc je suis le docteur Pierre Trapp, je suis un des 4 mousquetaires, un des 4 médecins de la commission médicale du BDOS et de la Maison Sport Santé 83. Donc, on regarde de vous rejoindre dans un petit moment. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami, donc le professeur Bernard Parat. Alors, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup de mal à voir parce que c'est un retraité extrêmement actif. Et comme vous pouvez le voir, il a un palmarès assez étendu. Donc, il est professeur agrégé d'anatomie. Il a dirigé pendant de très très nombreuses années un service donc, de rééducation fonctionnelle. Et comme tout passionné, il fait de la recherche. Et donc, il continue à travailler donc, aux assistances publiques des hôpitaux de Paris, Toulon, pour la recherche en neurologie. Et il y a à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, où il fait donc la recherche sur le muscle. Bernard va me parler ce soir donc incontinence urinaire et sport. C'est un domaine, l'incontinence urinaire, c'est un domaine important. Évidemment, le gynécologue très simple que je suis aura plein de questions à poser, Bernard, bien sûr, après. Mais ça ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes. Et puis, surtout, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Donc, on attend pas mal et je pense qu'il y aura, j'espère, beaucoup de questions. Donc, Bernard va nous faire une présentation un peu synthétique et ensuite, on évoluera en fonction des questions que vous avez, que je vous poserai, que vous poserez. Voilà, Bernard. Merci, Pierre. Oui, bon, merci de m'accueillir. En fait, c'est quelque chose de... J'ai l'habitude de conférences grand public, si vous voulez, mais sur un sujet quand même tout à fait particulier. Que j'ai opéré, c'est pour ça. C'est plus une réflexion que je vous propose, plutôt qu'une, entre guillemets, conférence, bien naturellement. Donc, c'est vrai que j'ai proposé à Pierre cette thématique sport et incontinence urinaire. Vous allez voir au fur et à mesure de la présentation du pourquoi je vous propose ça, parce que ça me paraît quand même quelque chose un phénomène important, un véritable phénomène de santé publique. Alors bien sûr, je vais centrer mon propos, comme l'a dit Pierre, essentiellement sur l'incontinence urinaire féminine, et on discutera, si vous le souhaitez, de l'incontinence urinaire masculine, qui est un autre propos. Et l'incontinence urinaire féminine est une problématique un petit peu particulière. Alors encore une fois, ce n'est pas un cours, c'est plutôt une réflexion que je vous propose. D'abord, savoir ce que c'est que l'incontinence urinaire. Quel est le cadre? Vous verrez, ce n'est pas aussi simple que ça. Est-ce que c'est fréquent dans une population générale et est-ce que c'est fréquent dans une population sportive? Est-ce qu'il y a un lien entre des activités sportives, bonsoir, et l'incontinence urinaire? Puisqu'on aura défini ce que c'est que l'incontinence urinaire, il faut savoir aussi pourquoi certaines personnes sont incontinentes, donc il faut quand même qu'on sache ce que c'est que la continence urinaire, et quel est le cadre de cette continence. Est-ce qu'on connaît ces mécanismes? Est-ce qu'on sait aussi s'il y a des facteurs de risque? Ça me paraît là également intéressant. Puis on verra si vraiment il y a des sports qui entraînent l'incontinence urinaire. Et je vous propose de terminer une réflexion sur l'information. Est-ce que les sportifs sont vraiment informés? Et ça tombe bien, puisque une équipe de mes collègues a travaillé sur ce sujet. Et il faudra se poser la question si, face à une incontinence urinaire, on arrête le sport, ou si on continue à faire du sport, dans quelles conditions et pourquoi. Voilà un petit peu, c'est le propos que je vous propose de ce soir en discussion. Alors, l'incontinence urinaire, qu'est-ce que c'est? L'incontinence urinaire, c'est, vous le voyez ici, c'est une perte involontaire des urines. Perte involontaire des urines, c'est ce qu'on appelle avoir des fuites. Avoir des fuites dont se plaint un ou une patiente à la condition que ces fuites soient une gêne sociale. Il y a des gens qui ne sont absolument pas gênés. Est-ce qu'on doit les prendre en charge? C'est une vraie question. Une gêne sociale significative. C'est ce qu'on a donné comme définition de l'incontinence urinaire. Je fais partie de Société internationale qui essaye de cerner ces problématiques et on a souhaité qu'il y ait cette notion de gêne sociale significative. Alors, l'incontinence urinaire, ces fuites un petit peu continues, eh bien, en fait, elles ont plusieurs caractéristiques. Vous avez des fuites urinaires qui surviennent à l'effort, au tout, par la toux, par exemple, au rire, à l'éternuement.
tout simplement parfois au sport, ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus commun, mais il y a aussi l'incontinence urinaire, ce qu'on appelle par urgenturie. C'est-à-dire, on a besoin d'aller uriner et en fait, on n'aura pas le temps d'aller dans un lieu qui permettra d'assouvir en fait l'évacuation de ces urines. Ou alors, certaines personnes arrivent devant la porte de chez eux, mettent la clé sur la porte et avant qu'ils arrivent chez eux, ça fuit. C'est ce qu'on appelle une urgenturie. Ça veut dire un besoin soudain et irrépressible d'aller uriner qu'on ne peut pas contenir. Et ça me paraît important. Alors, cette incontinence urinaire, elle peut être insensible, c'est-à-dire avec absence de conscience du mode de survie, elle peut être permanente, elle peut être de façon intermittente, elle peut être posturale, elle peut être percoïtale, c'est des choses importantes, et elle peut être nocturne, c'est ce qu'on appelle classiquement l'énurésie. On mettra un peu de côté ces phénomènes érythrolytiques qui sont encore pour moi relativement compliqués. Donc, vous voyez très bien que tout ceci n'est pas une fin en soi, n'a pas soit l'un, soit l'autre. On peut avoir les deux à la fois. C'est ce qu'on appelle une incontinence urinaire mixte, et ça touche essentiellement la femme. C'est ça qui me paraît important de savoir. Ça touche essentiellement la femme, et je vais vous proposer une réflexion pour savoir est-ce qu'il y a beaucoup, dans une population générale, de personnes se déclarant avec une incontinence urinaire. Parce que c'est une étude qu'on fait quand même. Et vous allez voir que c'est un véritable problème de santé publique. Et est-ce que c'est fréquent? Ben oui. Si je vous propose un regard par rapport à l'âge et au degré d'importance, je n'ai pris des femmes que de 20 à 24 ans jusqu'à plus de 85 ans. Et vous voyez la chronologie. Alors là, toute cette partie-là, on n'a pas eu la connaissance. Les personnes ne seront pas exprimées. C'est des millions de personnes sur des millions de personnes. Et vous voyez très bien que il y a des pics d'incontinence urinaire, vous les voyez ici, alors qu'elle soit incontinence peu importante, modérée ou sévère, vous voyez très bien qu'entre 45 et 50 ans, il y a un pic quand même qui est extrêmement important, puisqu'on a plus de 20-25% d'une population féminine, 20 à 25%. Et vous voyez très bien que ça augmente après 75 ans. Alors pourquoi il y a des creux et des bosses? Ce n'est pas mon propos de vous le dire aujourd'hui, mais on sait pourquoi. Il y a ça. Et vous voyez aussi que 10% d'une population en général a une incontinence urinaire à partir de 20 à 24 ans. Dans les années 80, 85, avec mon ami chez qui je travaille à l'hôpital à Paris, à la PHP, on avait interrogé les infirmières, les aides-soignants, les médecins femmes, pour savoir, à partir de 25 ans jusqu'à 35 ans, est-ce que vous avez déjà eu au moins une fuite un jour? 45. 45. Donc c'est un problème quand même qui est une réalité profonde. Alors après, quel type d'incontinence urinaire? Je vous ai proposé ici une incontinence urinaire par urgenturie, que vous voyez ici dans ce verre. Cette incontinence, c'est l'incontinence urinaire d'effort. Et vous voyez très bien que cette incontinence urinaire d'effort, elle a un pic, vous voyez très bien, avec un pic d'âge qui s'étale de 30 ans à 80 ans. C'est quand même important, avec pour l'ensemble des pics qu'on retrouve comme les âges que je vous ai montrés. Donc vous voyez très bien que cette incontinence urinaire, quel que soit son type, elle est dans la population générale féminine, relativement importante. Le constat qu'on a pu faire, c'est que avant 25 ans, il y a un petit peu en dessous de 25% des personnes féminines qui ont une incontinence urinaire, qui ne le déclarent pas forcément, hein. Mais quand dans nos études, elles le déclarent. Et puis ensuite, après 45 ans, après 75 ans, bien sûr, 45%. Il y a deux pics. 45-50 ans, c'est l'âge de la ménopause, est-ce qu'on peut faire un rapport? Et après 75 ans, peut-être aussi qu'il y a l'âge, quel que soit le type urinaire, que ce soit de quelques fuites à l'effort à l'incontinence urinaire permanente, il y a quand même 5 à 15% d'incontinence urinaire quotidienne chez les femmes dans une population générale. 5% d'incontinence urinaire sévère. Alors, moi, je le vois parce que je regarde la télé, comme vous. Et qu'est-ce que je vois à la télé? Eh bien, plein de publicités avec les culottes, avec, quand hier soir, la publicité prenait des bouteilles et puis versait sur les protections périodiques, puis remettait effectivement la culotte. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Sauf que ça cache la misère.
Ça cache la misère, alors qu'on peut faire quelque chose. C'est un symptôme gênant et invalidant. Il y a un impact potentiel sur la qualité de vie, sur la qualité relationnelle, sur le sommeil et bien sûr sur la vie sexuelle. Et est-ce que l'incontinence urinaire et le sport, ça fait bon ménage? D'abord, vous voyez très bien, vous connaissez mieux que moi, le sport, il y a plein d'activités physiques. Tout le monde fait de l'activité physique en même temps, maintenant. Et j'ai repris une étude qui est une étude classique, hein, que vous trouvez n'importe où. En 2020, 2 personnes sur 3 déclaraient faire une activité physique régulière. Alors, bien sûr, vous avez ici ces activités physiques par ordre de fréquence. Mais vous connaissez bien naturellement tout ça. Et ces activités physiques, vous voyez très bien que les dames, marche, course, athlétisme, jogging, tout ça, au moins une fois dans l'année, 90%, 54% réguliers. On fera le rapport après incontinence urinaire et activité. Et vous verrez très bien que le chiffre est considérable. Alors, dans quel cadre? Dans un cadre associatif ou dans un club sportif, mais aussi dans une pratique quotidienne en famille, avec ses enfants ou avec ses amis, bien sûr. Cette activité sportive, quand est-ce qu'on la retrouve le plus? Regardez, 45-50 ans, c'est-à-dire au même âge que ce qu'on a découvert dans l'incontinence urinaire, particulièrement l'incontinence urinaire d'effort. Bien sûr, ça chute un petit peu après 75 ans. Et vous voyez que si on répartit dans le sexe, dans les âges, dans les compositions familiales, on a quand même 54% de la population qui pratique une activité sportive. Je n'ai pas voulu vous mettre, mais on a des études. Là, c'est la dernière étude en 2020. L'avant-dernière étude était en 2016. Et on a augmenté, si vous voulez, de 10 à 20%. Donc pour moi, je suis très heureux, parce que je suis médecin de médecine physique. Donc de plus en plus de gens qui font de l'activité sportive. Mais est-ce qu'on mesure les conséquences qui y sont associées, dont l'incontinence urinaire? C'est de ça que je vous parle ce soir. Ce n'est pas si évident que ça. Alors pourquoi on fait de l'activité sportive? Je ne vais pas vous redire, mais essentiellement pour la santé. On nous bassine quand même, hein, dans la publicité, pour le bien-être, pour l'amusement, pour le plaisir, pour l'entretien physique, pour le contact avec la nature, pour une dépense physique, bien sûr, pour une apparence physique. Tout ceci n'est pas négligeable. Vous savez mieux que moi tout ça. Et on voit bien que c'est le sport santé. On est dans une maison ici, dans un cadre de sport santé. On est bien là en présence pour apporter aussi d'autres choses que le sport santé, dont des symptômes incontinence urinaire. On a environ 50% des femmes qui ont une pratique sportive régulière, plus de 20% entre 20 et 40, entre 40 et 50 ans, et puis on a 20% des femmes qui ont eu une incontinence urinaire, 25 à 30% entre 40 et 50 ans. Faites un rapport, et vous allez voir que dans une population générale, c'est énorme. Ramenez ça au TPM, TPM, 500 000 habitants, à peu près la moitié de femmes, 25% de la moitié de ces personnes, ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde. Maintenant, raisonnons autrement. Est-ce qu'il y a eu des études qui nous ont permis de dire sport, activité physique et incontinence urinaire? Ben oui, il y a eu des études, parce qu'on fait quand même des études, parce qu'on suit les gens dans les clubs, avec Pierre, et vous voyez très bien que plusieurs études, hein, je vous remercie, je n'ai pas tout mis les études parce qu'il y en a plein maintenant, et vous voyez très bien qu'en fonction des activités sportives, eh bien, on retrouve 72% dans cette étude-là, ce qui est énorme, où des personnes féminines avaient eu au moins une fuite urinaire pendant leur activité sportive. Au moins une. 72%. Alors après, vous avez des variations, bien naturellement. Je vous ai repris une dernière étude parce que celle-ci me paraît intéressante pour le CrossFit. Bon, maintenant, le CrossFit, bon, c'est la musculation, c'est bien, et en fait, c'est CrossFit athlètes sur 4823 femmes de 17 à 71 ans, 91% pratiquaient le CrossFit, et regardez combien d'incontinence urinaire en prévalence, 44,5% de ces 5000 personnes avaient une incontinence ou avaient déjà eu une incontinence pendant le sport. Pendant le sport de type CrossFit, ce qui est classique. Il y a combien de salles de sport maintenant à Toulon où vous allez faire effectivement toutes ces activités-là. Donc, pour moi, c'est là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'incontinence urinaire? Alors, bien sûr, activité sportive, prévalence importante, plus de 40%. On n'y songe pas. Pourquoi et comment dans la population générale? Bien pourquoi? Parce que
il y a une complexité des mécanismes, si vous voulez, de continence urinaire. La continence urinaire, c'est quoi? C'est un système qui comprend la vessie et l'urètre, c'est-à-dire le canal évacuateur, qui se trouve dans un petit bassin. Un petit bassin avec derrière un système digestif terminal, le rectum et le canal anal, et puis une filière génitale chez la femme, et aussi une filière génitale chez l'homme, bien sûr, qui comprend l'utérus et le vagin. Tout ceci, c'est tassé là-dedans, et il faut que ça travaille ensemble. Il faut que ça travaille ensemble. C'est-à-dire quand une vessie se remplit, il faut faire attention que le rectum ne soit pas complètement plein. Enfin, c'est quand même relativement compliqué. Ça sert à quoi, ça? Parce que pourquoi on a une vessie, pourquoi on a un urètre, pourquoi on a un bas appareil urinaire? Tout simplement pour protéger nos reins. J'ai eu des patients, il y a 30 ans, des sémidulaires, des scléroses en plaques, qui mouraient parce que leur bas appareil urinaire n'était pas fonctionnel et ils bousillaient leurs reins. 30 ans, 40 ans, 50 ans. On n'y pouvait rien parce que les dialyses, il y avait le bouchon dans les dialyses ici. Donc en fait, c'est pour protéger le haut appareil urinaire et surtout, c'est pour transformer une sécrétion permanente des urines. L'urine, elle est filtrée par les reins, vous savez, toute la journée, 24 heures sur 24 dans le mythe des mers, puis un réservoir qui s'appelle la vessie, et la vessie qui doit vous informer quand celle-ci est pleine, ou qui doit tout simplement être sous votre commande, quand vous allez venir quand même écouter quelqu'un ici, je vais aller prendre mes précautions avant, je vais aller pisser un coup avant, et bien en fait, naturellement, c'est important qu'on aille se soulager. Et puis, c'est pour permettre une vie sociale continente, parce que vous savez très bien que quand on n'est pas continent, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, vous voyez, cette vessie, c'est un système complexe. C'est un système complexe, c'est le bas appareil urinaire, la continence urinaire, une des fonctions que je dis être les plus intelligentes de l'organisme. Pourquoi? Parce que là, votre vessie et votre urètre, ils ne vous demandent rien. Ils ne vous demandent rien. Par contre, en tout temps, vous pouvez le contrôler. Vous devriez pouvoir le contrôler. Alors, soit en préventif, c'est-à-dire vous allez évacuer votre vessie pour pas que ça coule partout, soit parce que la vessie va vous informer en disant attendez, là maintenant je commence à avoir envie de faire pipi, mais je peux attendre. Puis après, je suis obligé de me retenir. Dire quoi, se retenir? Puis ensuite, après, je ne peux plus me retenir. Donc là, vous allez quitter la salle, puis vous allez aller dans les toilettes à côté, mais vous allez gérer cette continence urinaire. C'est compliqué. La vessie, c'est un réservoir musculaire qui est distensible, donc elle se remplit, ce qu'on appelle à basse pression. Pendant la miction, ces vessies, elles se contractent violemment. Vous avez la capacité de contracter votre vessie, alors que ce n'est pas un muscle strié, c'est un muscle que vous ne pouvez pas théoriquement contrôler volontairement. Puis vous avez un conduit évacuateur, qui est l'urètre, vous voyez très bien, qui va s'ouvrir et se fermer. C'est entouré par des sphincters. Vous avez déjà entendu parler de ce terme. C'est des robinetteries intelligentes. Il y en a deux, c'est assez compliqué. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne encore. C'est pour ça que je fais encore de la recherche. Et effectivement, pendant le remplissage, le conduit doit être fermé. Pendant la miction, le conduit doit être ouvert. Et vous voyez très bien qu'on n'est pas égaux. Ça, c'est une coupe sagittale. Ça, c'est le pubis, si vous voulez. Ça, c'est la vessie et l'urètre. Ça, c'est chez la dame une coupe de l'utérus et ici le vagin avec le rectum et le canal anal. Ici, c'est une coupe d'un homme avec ici la prostate, avec l'urètre ici, avec le pubis l'équivalent d'ici. Et vous voyez très bien que nous, on a une tuyauterie avec des coudes. Et quand vous avez un tuyau d'arrosage, quand vous pressez le coude, vous voyez très bien que ça ne coule pas comme vous le voulez. Parce que ça fait des robinets spontanés. Sauf que la dame, elle a un urètre qui a une taille qui est modeste, 3,5 cm à 4 cm. Donc il suffit de pas grand-chose pour que la résistance de ce conduit soit dépassée, provoquant bien naturellement la difficulté de retenir son urine. Je ne vais pas me lancer dans une complexité de cette continence urinaire, tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on soit modeste en médecine. On ne sait pas encore véritablement bien jusqu'au bout de comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça et comment ça dysfonctionne. C'est l'objet de recherche que je fais depuis 40 ans avec beaucoup d'autres sur le plan international. Et pour autant, si je vous disais je sais, je mentirais. Parce que si on savait, on réglerait tous les problèmes. Vous vous rendez bien compte, il suffit de fermer les robinets. Ce n'est pas ça. On sait que ces mécanismes de continence urinaire, qui sont extrêmement complexes, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, eh bien en fait,
ils ont des perturbations, ils ont des facteurs de risque. L'âge, vous l'avez vu dans la prévalence. La grossesse, Pierre nous en parlait là, tout à l'heure, ben oui, la grossesse, ça pose des problèmes. Parce qu'il faut le loger quand même, hein, le moustique, là au milieu. Il faut le loger. L'accouchement par voie basse, ben oui. Et nous, à Besançon, avec Jean-Patrick Chal, que tu as probablement connu, on a promu l'accouchement par voie basse, sans épisiotomie. Non, sans épisiotomie. Et on sait pourquoi. Le problème, c'est qu'il faut passer une tête fétale dans un tout petit, ce qu'on appelle diaphragme inférieur. Et donc, en fait, bien sûr, l'accouchement par voie basse, c'est un problème. La ménopause, c'est un problème aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes tissus. Parce qu'on n'est pas dans un même hormonodépendance tissulaire que quand on est en activité de vie. Est-ce que l'intoxication tabagique est un problème? Alors, bon, je modérerai ça, parce qu'on n'a jamais trouvé de lien véritable entre l'incontinence urinaire et le tabagisme, même si vous l'entendez, jamais personne n'a pu nous le prouver. Le tabac, c'est pas bon, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est un pourvoyeur d'incontinence urinaire en plus? Je ne crois pas. La toux, ben oui, les bronchiteux chroniques, bien sûr que c'est ceux qui fument. Bien sûr que oui, c'est tout va générer plus d'incontinence urinaire, comme les maladies chroniques, comme le diabète, par exemple, comme tout un tas de maladies qu'on connaît bien, les scléroses en plaques, les Parkinson, qui va être maintenant la pathologie d'avenir pour les médecins, et les efforts répétés. C'est-à-dire le travail manuel. Mais les efforts répétés, c'est aussi l'activité sportive. C'est aussi l'activité sportive dans quel sport? Eh bien, à nos niveaux. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il faut aller un peu plus loin. Si vous voulez, globalement, vous devez conserver deux grands systèmes qui vont jouer dans la continence urinaire. D'abord, ce qu'on appelle la statique du bas d'appareil, c'est-à-dire l'équilibre de ce bas d'appareil vessie-urètre dans le petit bassin. L'équilibre dans ce petit bassin, alors c'est complexe parce qu'il y a tout un système de soutien. Alors, je voudrais simplifier ça. Ici, il y a un port, donc je vous ai mis un port ici. Et donc, en fait, voilà un bateau qui est au port. Plus il y a d'eau, plus le bateau est soutenu, vous êtes d'accord? Puis ensuite, il y a un amarrage. Est-ce que ça va? Par contre, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus que l'amarrage qui, là, je suis allé sur le port de hier, là, pas très longtemps, il y a un bateau qui a coulé. Il est au fond de l'eau, il n'y a plus que ces amarrages qui le soutiennent. Donc, en fait, il faut que vous compreniez que la vessie, là au milieu, pour être équilibrée, elle est soutenue par un système d'amarrage, et puis elle a un système de soutien, elle a un système de soutènement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le système de soutènement qui voyage, bien naturellement, c'est ce qu'on appelle le diaphragme pelvien. Donc, je vous propose une dissection. Je ne devrais pas vous les montrer, mais j'ai le droit parce que c'est moi qui les ai faites. Donc, ça, c'est un petit bassin que je regarde depuis le haut. Ça, c'est le pubis. Et ici, vous avez une coupe du sacrum. Et là, j'ai coupé la vessie, vous voyez ici, le vagin derrière et le rectum derrière. Et tout ça, c'est du muscle qu'on appelle le diaphragme pelvien. Vous savez ce que c'est qu'un diaphragme en appareil photo? C'est quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Ce n'est pas un plancher. Ici, je suis sur un plancher. Enfin, l'équivalent d'un plancher. C'est solide. Si on avait un plancher, il n'y aurait pas cette possibilité d'ouverture ou de fermeture. Donc, il faut qu'on ait un système qu'on appelle, avec John Gollancz, un diaphragme pelvien, parce que ça s'ouvre quand on a envie de pisser, quand on doit pisser, et ça doit se fermer quand on n'a pas envie de pisser. Et ça, c'est un système de soutènement qui n'existe nulle part ailleurs que chez l'être humain. Les animaux ont un système de soutènement, mais qui ne contrôle pas leur volonté, qui n'est pas contrôlé par leur volonté. Un chien, qu'est-ce qu'il va faire? Un chien, lui, il va aller, une chienne, elle va aller uriner en fonction du territoire qu'il veut, en fait, envahir. C'est-à-dire, son territoire, il va pisser partout. La girafe, c'est différent. La girafe, c'est son jeu sexuel. Je pourrais vous donner le singe, je pourrais vous donner le... C'est totalement différent. L'être humain, il est particulier et il restera, si vous me le permettez, être humain. Donc, si vous avez des systèmes de soutien non fonctionnels, par contre, avec un système de soutènement qui est plutôt fonctionnel, vous aurez néanmoins des fuites. Si vous avez un système de soutènement qui n'est pas fonctionnel,
avec un système de soutien qui est fonctionnel, vous aurez des fuites. Donc il faut les deux, si vous voulez, pour ne pas avoir de fuiturie. Le problème, c'est que on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors, par rapport à ça, est-ce que certains sports ou activités sportives sont pourvoyeurs d'incontinence urinaire, particulièrement d'efforts? Je vous ai mis, alors il y a une chercheuse canadienne, qu'on connaît bien, Beau, qui travaille beaucoup là-dessus et qui étudie d'énormes populations. Et vous voyez très bien qu'en 92, elle nous disait, le sport, les activités physiques, ça renforce les muscles de soutènement, donc ça protège des sollicitations répétées, ça protège de l'incontinence urinaire. Puis, 20 ans plus tard, elle nous dit l'inverse. Donc c'est pour vous dire, c'est pas trop bien ce qui se passe. C'est d'autres femmes, c'est tout à fait évident, mais on ne sait pas tellement ce qui se passe, puisque c'est compliqué d'en faire l'analyse. Pour autant, l'analyse qu'on peut faire, c'est que l'incontinence urinaire chez la sportive, comme dans la population générale, ça existe, 40%, vous avez montré tout à l'heure dans le CrossFit. Donc, activité, est-ce que c'est néfaste pour la sphère pelvienne? Parce que là, je vous parle que de la vessie et de l'urètre, mais je pourrais vous parler aussi de la filière génitale, c'est-à-dire de l'utérus et de l'ovarien, qui provoque quoi? Les prolapsus. Est-ce que c'est que des prolapsus? J'ai la vessie qui descend, voilà, qu'on trouve entre les jambes, bien sûr, on en voit encore beaucoup de prolapsus, même chez les jeunes. Je peux vous parler aussi de la constipation, cette anomalie de fonctionnement du tube digestif terminal. Qu'est-ce qu'on a pu voir? Ben, on a pu voir qu'effectivement, il y a une perturbation, puisque je vous ai dit que si les systèmes de soutènement étaient perturbés, eh bien en fait, on avait une hyperpression ici. Donc plus vous avez une pression abdominale forte, plus vous avez un appui sur ce diaphragme qui est important, moins vous avez de résistance sur ce diaphragme. C'est-à-dire tous ceux qui ont une pression intra-abdominale forte, d'où la grossesse, toutes les femmes sont susceptibles d'avoir une incontinence urinaire à plus forte raison si celle-ci est encore plus perturbée. Donc vous voyez très bien que c'est difficile de savoir qui fait quoi, parce que ce ne sont pas les mêmes femmes, je partage complètement. Néanmoins, eh bien, on s'est aperçu que dans certains sports, tels que le rameur, par exemple, tels que les poids lourds, eh bien, en fait, effectivement, il y avait plus d'incontinence urinaire parce qu'il y avait plus de pression intra-abdominale, parce qu'on arrive à mesurer la pression intra-abdominale avec des capteurs, on arrive à mettre dans la cavité abdominale. Le problème, c'est que les études disent entre 14 et 133 cm d'eau. Ça veut dire que c'est très individuel, qu'on ne peut pas faire des moyennes. Quand on met des écarts-types comme ça qui sont extrêmement importants, est-ce que ces valeurs ont de la solidité, ce qu'on appelle en recherche? Non. Non. Néanmoins, on peut les comparer à ce qui se passe quand on est en position debout, lorsqu'on est au repos, lorsqu'on est couché ou assis au repos. Et vous voyez très bien que lorsqu'on a 133 pressions, c'est quand même différent de ce qu'on a en pression quand on n'a que 24. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Puis là, on est au mois d'avril, là, mais je regarde les journaux de mon épouse, elle, Marie-Claire, machin comme ça. Et on va faire des abdominaux là. On va faire un truc comme ça, là, alors, bien sûr, il y a des activités sportives qui sont plus à risque. Vous voyez très bien que cette haltérophile est en train d'avoir des fuites. Elle est en train d'avoir des fuites. Hein, cette jeune gymnaste est en train d'avoir des fuites aussi. Donc, vous voyez, c'est des photos qu'on prend comme ça. Alors, il y a des activités qui sont pourvoyeuses. Le trampoline est extrêmement pourvoyeur. Et combien il y a maintenant dans les jardins de n'importe qui ces trampolines qu'on achète à Decathlon ou autre? Il y en a partout. Est-ce qu'on sait véritablement ce que ça induit? On sait que le saut répété, c'est une catastrophe pour les petites filles. Donc, est-ce qu'on va les mettre en situation de cette façon-là? Eh bien oui, sans doute que les activités sportives sont pourvoyeuses de majoration de l'incontinence urinaire qui existe dans une population générale. Et qu'il y a sans doute des sports à risque élevé, des sports à risque modéré, des sports à risque faible. Donc, il ne faut pas dramatiser les choses non plus. Mais simplement, ces populations avec des risques élevés, on devra les suivre particulièrement. Trampoline, le problème, c'est que maintenant, tout le monde fait du trampoline. Tout le monde ne fait pas du trampoline en compétition.
Donc ça, c'est quand même un problème. Gymnastique acrobatique, c'est parfaitement suivi. L'aérobic, c'est déjà moins suivi. Le saut de haie, c'est parfaitement suivi. Le basket aussi, le volley, la course à pied. Avec le marathon de Paris, là-dedans. C'est vrai qu'on aurait l'intention d'aller faire une étude pour savoir combien de marathoniennes auront de fuites urinaires dans le marathon de Paris et dans le marathon de New York. C'est quand même des éléments assez difficiles à percevoir. Pourquoi ces activités sportives sont à risque? Parce que probablement il y a une augmentation de pression intra-abdominale qui est mal compensée par le système de soutènement tel que je vous l'ai proposé, et le saut, bien naturellement, ne permet pas le contrôle du soutènement. Donc vous voyez très bien que tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair, il faut avoir des regards critiques sur les études. Il y a probablement des populations étudiées qui sont différentes dans des âges, au niveau de pratique, des facteurs génétiques. On n'est pas tous équivalents. Pas tous équivalents. Au laboratoire, on a des populations qui nous donnent leur corps à la science. Et je peux vous dire que quand je dissèque une personne asiatique, ce n'est pas la même chose que quand je dissèque une personne européenne, parce que ce n'est pas la même typologie en graisse, parce que c'est la même organisation. Mais on n'a pas tous, chez les Asiatiques, donc beaucoup plus d'élasticité tissulaire que chez nous. Pourquoi? Peut-être que c'est un mode de vie, je ne sais rien. Il faudra voir un peu l'intensité des pratiques, le type d'incontinence. Donc vous voyez très bien que c'est une complexité à la fois d'études, mais aussi qui se mêle à une complexité liée à l'incontinence urinaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que probablement l'augmentation de la poussée abdominale avec des moindres résistances du périnée, ça entraîne de l'incontinence urinaire. Pour y remédier, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler sur ce diaphragme pelvien. Et si je contracte ce diaphragme pelvien, si je diminue les pressions intra-abdominales, je vais diminuer la fréquence de l'incontinence urinaire. Maintenant, c'est à nous de voir comment on va faire tout ça. Comment on va faire tout ça? Une balance. Qu'est-ce que je peux avoir? L'incontinence urinaire, essayez de vous montrer que c'est un problème de santé publique quand même. Que les sports en activité, c'est un domaine de santé publique aussi, mais favorable. Sauf que l'incontinence urinaire, ce n'est pas favorable. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je choisis l'incontinence ou est-ce que je choisis le sport? Pour plein de raisons, cardio, coronarien, pour lutter contre les possibilités d'accident vasculaire cérébral, de diabète, d'hypertension, vous le connaissez bien mieux que moi, le côlon, le cancer du côlon, le cancer du sein, la dépression, tout ceci me paraît intéressant à raisonner. Mais si je veux ça, est-ce que je suis prêt à admettre ça ou est-ce que je suis prêt à essayer de prendre en charge ça? Et c'est ça peut-être la question. Et pour moi, il faut faire de l'activité physique, mais il faut aussi interroger, regarder les problèmes d'incontinence urinaire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est informer. C'est pour ça que je suis là ce soir, si vous me permettez. C'est prévenir et c'est traiter. Informer, prévenir, traiter. Est-ce que nous sommes informés? Est-ce que les sportifs sont informés? Eh bien, en fait, non. Sincèrement, non. Pourquoi? Parce que c'est encore un tabou. Parce que l'incontinence urinaire, ça entraîne un repli sur soi, donc une démotivation. Et qu'est-ce que va faire la personne qui a une incontinence urinaire? Regardez, sur 680 femmes en sport loisir, 15% d'incontinence, 31 pendant le sport, 47 dans la vie quotidienne, 21 pour les deux, 10% abandonnent le sport et 20% diminuent l'activité. Vous voyez le retentissement sur leur capacité de vie, sur le bienfait de l'activité sportive. Est-ce qu'on a le droit de laisser ça? Non. Regardez cette étude australienne avec un taux d'abandon qui est significatif, alors que les 48-53 ans, je vous ai dit qu'il y avait un pic à la fois d'activité, parce qu'on a le temps, parce que plein de raisons, et même aussi chez les plus de 73 ans. Voilà, ces populations-là ne m'intéressaient pas il y a quelques années. Puis maintenant qu'on commence à être en plein dedans, je ne connais pas si fini que ça, quoi, en fait. Ça m'intéresse de plus en plus. Et alors, qu'est-ce qu'on a essayé de chercher? On a essayé de chercher les populations qui, jeunes, ont une incontinence urinaire. Est-ce que si je continue l'activité sportive à long terme, est-ce que je vais augmenter mon incontinence urinaire? Eh bien non. Bien au contraire, je vais améliorer ou je vais diminuer
mon problème de continence urinaire, où il n'y a pas de différence significative entre les deux populations. Ce n'est pas parce que j'aurai arrêté le sport que je vais être plus dégradé avec l'âge. Donc ça, c'est quand même des éléments qui est intéressant à donner. Puis je vous propose là une réflexion sur nos amis Limoges, de Limoges, qui on a fait faire un travail chez Julie pour essayer d'évaluer dans une population où il y avait à peu près 170 personnes, évaluer les connaissances et les a priori des sportifs sur l'incontinence urinaire. Donc c'est fait par Internet, c'est très bien, maintenant on fait des études par Internet, c'est assez facile. Moyenne d'âge sportif 29 ans, pratiquée de manière 4 heures. Même pas rien, c'est pas sportif, en fait, qui a une activité sportive. 77% de militants, 83% sportifs type loisirs, 17% de compétition. Dans cette population, de ces jeunes qui nous avaient annoncé qu'elles avaient eu au moins une fois eu des fuites, elles avaient des fuites pendant les 40 ans. 45%. Vous avez vu l'âge que je vous ai mis, moyenne d'âge 29 ans. 45. Prévalence et qualité de vie, 45% avec incontinence, 2 tiers étaient gênés au quotidien ou pendant la pratique du sport. 2 tiers. C'est quand même pas rien. On a interrogé après sur l'information des connaissances des sportives sur l'incontinence urinaire. 60% nous ont dit qu'elles n'avaient jamais eu aucune information en disant que l'incontinence urinaire était quelque chose de possible pendant les activités, dans la population générale, et ou pendant les activités sportives. 10% seulement étaient informés par le médecin traitant. 10% seulement. 24% d'autres sources, d'entourage, Internet, pendant l'étude médicale, parce qu'il y avait des infirmières, 0% informés par les éducateurs sportifs. 0% informés. Ça pose quand même des questions, quand même. Alors, 20% avaient conscience que ça pouvait survenir dans le jeune âge, et que ça ne concernait pas forcément que la femme âgée. 14% que ça pouvait s'expliquer par un périnée insuffisant musclé. Insuffisant musclé, après on va interroger sur ce que c'était que le périnée pour les dames. On commence à avoir un problème parce que si moi j'interroge Pierre pour savoir ce que c'est que le périnée, je ne vais pas avoir la même définition que lui. Et on est tous les deux médecins. Lui, il est spécialiste du périnée. Moi aussi, mais sur un autre domaine. Donc, vous voyez très bien qu'on est déjà perturbé. Je pourrais vous expliquer comment et pourquoi. 50% établissent un lien avec le sport, en disant c'est mon sport qui me provoque de l'incontinence urinaire, sans savoir que dans la population générale, il y a de l'incontinence urinaire. 67% avaient conscience que la rééducation, on va en parler un peu, peut aider à prévenir une incontinence chez la sportive, et 34% pensent que la rééducation peut les améliorer. Ce n'est pas pour autant qu'elles en font. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc en fait, si on se résume, cette incontinence urinaire, ça reste un tabou dans la population générale comme dans la population des sportifs. 2 tiers n'en parlent jamais, 10% seulement osent en parler à leur médecin, et parmi les femmes incontinentes, à peine 20% ont bénéficié d'une prise en charge. Vous vous rendez compte? À peine 20%. C'est quand même important, et 11% ont modifié ou arrêté leur sport. Et pour moi, c'est terrible. C'est qu'on arrête quelque chose face à un symptôme que l'on peut améliorer, voire même traiter. Donc en fait, la première des choses, c'est d'abord une information du grand public. C'est la première des choses. Je vous engage à en parler autour de vous. Ce n'est pas un tabou, c'est une intimité que l'on doit respecter sans doute, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a des sports à risque, que la sphère pelvienne, elle est soumise à l'hyperpression intra-abdominale et à une sangle périnéale qui n'est pas forcément de ce qu'on voudrait, et ne pas hésiter à en parler, soit au médecin traitant, mais il faut qu'il me réponde, soit au gynécologue, soit au médecin du sport, parce que là, soit au gynécologue obstétricien, soit à la sage-femme, soit au kinésithérapeute, puisque c'est des gens qu'on côtoie, soit au coach. Parce que ça me paraît important, parce qu'il y a des solutions. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les solutions. Je vais bientôt avoir terminé. Donc, traiter, on va traiter simplement en prévenant. On va traiter en prévenant avec une éducation concernant le périnée. J'étais à un grand congrès où il y avait 1500 personnes mercredi dernier. C'était en France, c'était bien, c'était à Montpellier, où justement on a traité de ce problème. Est-ce qu'il faut générer de l'éducation périnéale, de l'entraînement périnéal? Tout le monde est prêt à dire oui. Comment?
C'est là que ça pose quand même un autre problème. Exercice adapté pour son entraînement. En fait, on s'aperçoit quoi? C'est que même si on fait du sport, dans les gestes quotidiens, on est moins actif. On est moins actif, on est presque des sédentaires tout en étant des sportifs. Ce que vous voyez, là, le dilemme. Le dilemme. On est assis la journée, et les gamines, les jeunes, ils sont tous sur leur. Vous avez tous lu le truc de Michel Serres, les petites poussettes, hein, c'est quand même un monde particulier. Il y a des règles hygiéno-diététiques périnéales. Actuellement, c'est la catastrophe. La catastrophe. On badigeonne le périnée par des produits à n'en plus finir. On a oublié les savons de Marseille, on a oublié les gestes simples. C'est une catastrophe. Il faut lutter contre la constipation. Il faut effectivement contrôler son poids. C'est avoir une connaissance des sports à risque, c'est rassurer. C'est rassurer sur la réversibilité du trouble. Et donc, moi, je trouve qu'on a un rôle important en tant que médecin, médecin traitant, médecin du sport ou autre. Et ce que je déplore, c'est qu'à la consultation de certificats de non-contre-indication à la pratique du sport, qui devrait être un temps privilégié, particulièrement pour ces sports à risque, mais pour toutes les activités sportives, on en fait des certificats. Bien, on m'interroge au moins sur ce fait, parce que c'est quand même un problème de santé publique et c'est un problème pour les gens. Donc, il faut informer aussi les éducateurs sportifs, les préparateurs physiques, à des exercices adaptés. Vous voyez très bien, je vais mis un exemple. Ça, c'est une catastrophe, parce qu'on augmente la pression abdominale. Par contre, ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Et vous faites un gainage. Voilà, tout le monde a entendu parler du gainage. Tout le monde fait du gainage là, actuellement. Voilà. Là. Ça, c'est très bon. C'est reconnu. C'est du PL. C'est du PL. À la condition que ça soit bien géré par un coach qui s'y connaît. Et je vous ai mis volontairement ça. Parce qu'il y a une association, bien naturellement, pression intra-abdominale par la respiration. Et bien sûr, vraiment des gestes très très profonds pour améliorer cette continence. Alors après, existe-t-il des solutions pour traiter ce trouble? Oui, il y a des solutions. Il y a des solutions. Par contre, si je vous ai mis qu'il y avait différents types d'incontinence urinaire, l'incontinence urinaire d'effort ne serait pas de la même façon que l'urgenturie, que l'incontinence urinaire mixte. Il y a des médications, par exemple, pour l'urgenturie et mixte, peu importe. C'est des parasympathiques cholinergiques, anticholinergiques, vous n'en avez rien à faire. C'est très mal supporté. Bon, donc ça, il faut le savoir. Parce que c'est des médicaments puissants. Puis en plus, ça vous constipe. On est quand même un peu dans la mouise. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de molécules qui nous permettent. Par contre, ce qu'on sait, c'est que globalement, l'incontinence urinaire d'effort, voire même l'urgenturie et l'incontinence urinaire, la rééducation périnéale, eh bien, en fait, proposait des solutions. Et c'est vrai que j'ai commencé mes études dans les années 1980. Vous voyez que c'est vieux, quoi. Et que mon maître et patron ont bricolé des sondes pour la rééducation périnéale. Et je lui en sais gré. Et c'est lui qui a fait valoriser la rééducation périnéale au ministère et rembourser la rééducation périnéale. On s'en est mordu les doigts après. Parce que comme on l'a fait tellement bien rembourser pour les kinésithérapeutes et les sages-femmes, que dans les cabinets, on arrivait, on voyait des gens qui étaient branchés comme ça, avec de l'électrostimulation, du biofeedback et qui travaillaient tout seuls. Une catastrophe. Une catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est trop bien payé pour les thérapeutes. Donc en fait, c'est pas aussi la balance, vous voyez très bien qu'elle est aussi sur ce côté-là. Il y a pour les incontinences urinaires réfractaires des interventions chirurgicales qui vont améliorer, qui vont permettre un système de, non pas de soutènement, mais de soutien de meilleure qualité, parce que c'est le TVT, ce qu'on appelle peu importe, ou le TOP, on a un petit peu. Il y a des traitements. Il y a des traitements, mais il faut qu'il y ait une équipe avisée. Ils sachent véritablement quel traitement proposer, à quel moment et pour quel type d'incontinence. Oui, je crois qu'il faut mesurer le retentissement sur la catégorie. Si les gens n'ont pas de gêne, s'il y a quelques fuites de temps en temps, c'est bon. Conseiller la poursuite des activités sportives, c'est une évidence. Entraîner les muscles du diaphragme pelvien, et ça, dès le plus jeune âge, avec des massokinésithérapeutes, des sages-femmes qui sont avisées, une éducation à l'entraînement, c'est quelque chose d'important. Puis ensuite, des palliatifs, vous avez des PCR, avant d'en arriver là, tel que je vous le disais tout à l'heure, bien sûr, que c'est ce qui me paraît intéressant à vivre. Au total, sport, activité sportive, incontinence urinaire, oui, c'est indissociable de bonne santé, de sport et d'activité physique. L'incontinence urinaire chez la sportive, c'est un phénomène de santé publique. C'est un problème. Je ne vais pas vous émettre un problème, mais c'est un phénomène. Une prévalence importante. L'information, à mon avis, n'est pas suffisante. C'est pour ça que je suis ici.
Nécessité d'une indication à l'entraînement de myopie générale, la pister, puisque plus vous la prenez tôt, plus vous avez des chances de la maîtriser. Par des médecins traitants, des médecins du sport, oui, mais pas seulement. Je crois que tous les entraîneurs, tous les éducateurs sportifs et tous les coachs, toutes les mamans devraient être informées de ce problème de santé publique. Je vous remercie de votre attention. Une question du coup qui était sur Internet, Oui. si je peux. Donc de Sophie, pouvez-vous nous donner des indications sur l'efficacité des systèmes de type chaise MCLA, donc ondes électromagnétiques de haute densité, concernant la rééducation périnéale? Oui. Oui, je peux, parce Ça a que l'air j'ai très travaillé précis. encore la semaine dernière avec les fabricants de ces chaises électromagnétiques. Pour moi, actuellement, il n'y a aucune. On va essayer de faire. J'ai essayé ces chaises. J'ai fait essayer ces chaises à un de mes collègues féminines également. Je crois qu'il y a une des raisons, ça fait prendre conscience d'eux. Et là, on va mener une étude justement pour voir si vraiment ça a une efficacité. Mais c'est vrai qu'on va essayer de chercher tous les moyens. On a étudié il y a 3-4 ans des stimulateurs. Et en fait, on s'est aperçu qu'on n'avait aucun intérêt. Voilà, donc ça, pour les chaises, je n'ai pas la capacité encore de répondre à votre question, mais probablement dans 2-3 ans, on aura rien. Mais il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Par contre, c'est du commerce. D'accord, merci. Bernard, d'abord, je veux te remercier. C'était synthétique, parfaitement compréhensible. Je pense qu'on a tous compris que ça touche énormément de monde. Moi, je suis affolé par les chiffres que tu donnes. Ma pratique de gynécologue obstétricien, évidemment, c'était de traquer l'incontinence urinaire. Et je dois dire que si on ne pose pas la question dans une consultation où on établit la relation de confiance ou autre, spontanément, la plupart des femmes ne vont pas en parler. Ou alors elles n'en parlent que lorsqu'on est vraiment dans des situations dramatiques. Donc, même si on est médecin, si on n'a pas volontairement la démarche de chercher et de poser la question, ça reste dans la sphère du tabou et du crédible, même pour le moment. Oui, il y a un sentiment de honte. C'est une sphère très privée, très intime. Hein. Alors, tu parlais tout à l'heure de pourquoi c'est privé, c'est intime. Vous savez, le périnée, ça vient du grec, ça veut dire périnaos. Et périnaos, ça veut dire autour du temple. Donc, vous voyez la symbolique, même dans notre façon d'appeler le périnée. D'accord? Hein, donc, oui, c'est une sphère extrêmement tabou, extrêmement intime, et à tous les âges. Et avant, on appelait un des nerfs qui innerve, le nerf honteux. Le nerf honteux. C'est vous dire quand même tout ce qu'il y a. Et puis en fait, il y a des jeunes filles qui me disent la maman a une incontinence, ma grand-mère avait déjà une incontinence. Enfin, donc c'est pas par moi, quoi. Alors, tu as très bien dit qu'il y avait une inégalité constitutionnelle. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai relevé parce que ça m'a toujours frappé dans la qualité du tissu. Et effectivement, le gynécologue que je suis, quand on examine le patient, on se rend compte tout de suite et on évalue tout de suite la qualité de la musculature périnéale et la qualité du tissu et l'élasticité du tissu. Et c'est vrai qu'il y a une hétérogénéité énorme et que on voit particulièrement suite à l'accouchement des statuts de ce soutènement, hein, dont tu parlais, qui sont vraiment complètement inégalitaires. Et ça, c'est un domaine qui peut-être n'est pas assez approfondi. Alors, dans le temps, on disait, là aussi, c'était la révolution, parce que dans le temps, quand on parlait des femmes enceintes, on disait oui, vous pouvez continuer une pratique physique dans les 3 premiers mois, puis après, non. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on disait des bêtises et qu'il faut continuer une activité physique adaptée tout au long de la grossesse et que ça diminue même beaucoup de complications. Donc, cet élément, on a vu apparaître, tu parlais des sondes, et puis il y a les sondes toutes seules, qui se baladent toutes seules, et puis il y a les sondes qui sont accompagnées, il y a les rééducations où on voit des rééducations avec que la sonde, il y a encore des kinés qui font un travail mixte, d'autres qui travaillent uniquement manuellement ou avec Hélène. Donc je voudrais que tu nous parles un petit peu de tout ça, parce que j'ai entendu quelque chose qui, pour moi, a résonné, c'est l'appareil utilisé tout seul, non, c'est pas la solution. Alors en fait,
On est même allé plus loin parce que on apprenait dans les années 90 à peu près le stop pipi. Et on s'est aperçu que c'était une erreur formidable. Parce que Excusez-moi, c'était quoi ça? comment? C'était quoi ce que vous demandez? Le stop pipi. On disait aux dames, quand elles vont faire pipi, ben, quand vous êtes sur les toilettes, arrêtez de vider l'urinaire. Ouais, bloqué. Bloqué. Pour muscler? Pour soi-disant muscler. D'accord. Sauf que je vous ai montré que c'était un caisson avec un diaphragme qu'on appelle thoraco-abdominal, les muscles abdominaux, puis un autre diaphragme qui est en bas. Et c'est celui qui doit être le plus soutenant. C'est ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure. Sauf que on a montré qu'il y avait une très très mauvaise perception des éléments musculaires du périnée. Autant vous pouvez avoir une perception d'un muscle volontaire, Mais l'association peut être chère. autant ces muscles Après, le quelqu'un soutien, qui prend son sont véhicule très, avec très mal l'alcool dans le sang, alors Nous que son tous. sport de la Comme ça. gazette, par Et exemple, à plus forte raison des dames, et à plus forte raison des dames qui auront accouché plusieurs fois, qui auront peut-être eu soit des traumatismes du périnée, pour nous aussi l'épisité d'épisiotomie, parce qu'en fait l'épisiotomie impose une cicatrisation et font perdre de l'élasticité de notre musculaire. Et ce qui est le plus important, c'est pas tant la force d'un muscle, c'est son élasticité, c'est-à-dire sa souplesse. Et on va perdre cette souplesse avec les traumatismes musculaires, on va perdre cette souplesse également avec l'âge. Et donc, en fait, on s'est aperçu, quand on a prôné la rééducation avec Pierre Miner, que la fois on faisait ça par nécessité en position gynécologique. Donc, on a fait de l'électrostimulation. On est sur ce que c'est que l'électrostimulation, vous connaissez probablement les appareils d'électrostimulation, on fait contracter un muscle. Pas aussi simple que ça. Ce n'est pas ça qui va renforcer forcément le muscle. Donc, on a prôné l'électrostimulation pour justement essayer d'améliorer la perception. Or, on a amélioré la perception ici, mais on n'améliorait pas le synchronisme entre la diminution de puissance de la pression abdominale et les effets de soutien. Et donc, on s'est aperçu qu'on avait des asynergies abdominaux-périnéales, que plutôt que serrer, on renforçait la pression abdominale. Donc, on exagérait la fuite. Donc ça, on a dit, l'électrostimulation, très peu. L'électrostimulation, c'est fait pour les muscles dénervés. Parfois, il y a des muscles dénervés, c'est un autre sujet. Ensuite, on a proposé du biofeedback. Le feedback, ça vous dit un peu quelque chose, c'est-à-dire des mécanismes qui nous permettaient, puisque la perception du périnée était assez, les muscles du périnée étaient assez difficiles, et on mettait des capteurs chez l'homme intra-recto, intracanal, mais chez la femme intravaginale, pour essayer, lorsque on contracte, que ces capteurs donnent la perception, mais qu'on traduise cette perception de contraction, soit en images, vous savez, comme dans les jeux électroniques, plus vous contractez, plus vous avez une colonne verte qui se manifeste. Si vous mettez une électrode sur les muscles abdominaux, si les muscles abdominaux se contractent en même temps, les deux colonnes vertes vont se contracter en même temps, vous allez voir votre pression. Par contre, si vous contractez que le périnée, la colonne verte monte d'un côté, puis la colonne rouge, la colonne abdominaux reste en bas, ce qui fait que vous avez un bon synchronisme. C'est un outil qui traduit en imagerie pour la prise de conscience. Qui est traduit pour la prise de conscience ou par l'imagerie ou par le son. En fait, on doit augmenter ça. Donc, le biofeedback est une bonne technique pour prendre conscience. Mais Ça, c'est de la prise de conscience. après, il faut intégrer le positionnement. Ça, on a fait ça dans une position essentiellement gynécologique. C'est pas notre vie. Donc, il faut refaire de la rééducation, effectivement, en position debout, en position assise, et de façon progressive et sous contrôle du kinésithérapeute. Alors, sous contrôle du kinésithérapeute, avec une chose qui est arrivée il y a 8 ans, 3-4 ans, mais on passe vite, vous savez très bien qu'il y a un gros problème actuel dans ce niveau médical de toucher pelvien. Et la loi interdit de toucher pelvien. Interdit de toucher pelvien par les professionnels de santé, sauf si, bien naturellement, il y a un accord de toucher pelvien, mais il ne faut pas que l'accord, il faut une justification de toucher pelvien. Et bien naturellement, quand vous faites une rééducation périnale, vous touchez pelvien. Est-ce que les sages-femmes, est-ce que les masseurs kinésithérapeutes ont le droit de faire un toucher pelvien? Sage-femme, profession médicale, masseur kinésithérapeute, profession paramédicale. Pas dans la même législation.
Donc, on était déjà quand même un petit peu en retard. Donc, on a essayé de reconcevoir maintenant tout un tas de rééducations qui se font en position debout, qui se font en position de procubitus, en position de décubitus, dans les différentes positions de la vie quotidienne, pour pouvoir intégrer la contraction du périnée par ce qu'on appelle débordement d'énergie musculaire, pour pouvoir améliorer le soutènement périnéal. Voilà. Oui. Bonsoir, merci beaucoup. Je reste sur la rééducation périnéale et par le rôle des kinésithérapeutes qui ont pardon, C'est fondamental. fondamental. Vous avez un petit peu critiqué la rééducation uniquement par les sondes, mais les kinésithérapeutes qui font la rééducation périnéale avec, donc manuel avec un toucher vaginal, sont dans la légalité puisqu'elles font un acte thérapeutique. Justement, on est en train de travailler, sont dans la légalité en faisant un acte thérapeutique à la fois à la condition qu'il y a tout un tas de normes. Hein. On a réécrit des normes. Voilà. Travailler là-dessus avec le ministère, justement, pour faire ces normes, à la condition qu'il y ait une entente préalable entre la patiente et le kinésithérapeute, signée. D'accord. D'accord. Mais donc cette rééducation manuelle a une réelle efficacité. Réelle valeur. Oui. Voilà. Les kinés qui font cette rééducation uropipi, comme elles le disent qu'elles font de la rééducation manuelle, un travail des sphincters, mais que ça s'accompagne beaucoup d'un travail psychologique. Quelle est la place de la psychologie dans les incontinences? Alors, je ne parle pas uniquement de l'urgenturie, je parle de toutes les incontinences. Alors, comment dire ? La psychologie est un domaine qui est vaste. La psychologie est un problème, pour moi, dans le partenariat médecin-patient ou paramédical-patient, c'est la relation de confiance qu'on établit entre les deux. Et en fait, le travail, on va mener ensemble. C'est comme ça que je poserai la question. Plus que, c'est pas dans la tête qu'on a ces problèmes urinaires. C'est vraiment dans le petit bassin. Donc, ce que je vais essayer de renforcer, c'est une synergie entre ce que les gynécologues encore appellent le plancher pelvien, qui n'est pas, comme je l'ai expliqué, un plancher, et le caisson abdominodiaphragmatique qui a de la puissance en pression. Voilà. Donc, vous minimisez le côté psychologique de l'incontinence. Oui, parce qu'il y a un vrai problème mécanique. Oui. Ouais. Il y a un vrai Que vous ne mettez pas à côté. Enfin, j'insiste. Non, mais je ne le mets pas à côté, parce que c'est pour moi indissociable. La psychologie, c'est la relation de confiance que j'ai avec le patient, si vous voulez. D'accord. Et ce n'est pas aussi facile que ça. Et notre souci, c'est la formation. C'est la formation des paramédicaux. Vous savez très bien qu'on a revisité l'ingénierie des professions paramédicales par l'universitarisation des professions paramédicales il y a 4 à 5 ans. Et quand on prend le cahier des charges de l'enseignement paramédical, donc kinésithérapie, il n'y a pas d'enseignement très puissant pendant les études classiques. Et que tout ce qui est fait à côté, c'est fait par certaines sociétés, dont la nôtre, ou c'est fait par des systèmes commerciaux qui vont former les autres, mais pas forcément avec toutes les compétences qu'on doit requérir. Là, je suis en train de travailler sur la certification des thérapeutes, tant pour l'analyse de ces problèmes-là que pour les traitements de ces problèmes-là. Parce que tout le monde ne peut pas s'instaurer, si vous voulez, thérapeute parce qu'il a fait un stage d'une semaine. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est, à mon avis, beaucoup trop important. Et de plus en plus, la journée que j'ai faite la semaine dernière, là, c'était avec beaucoup de kinésithérapeutes de partout. Ouais, et on voit bien qu'eux-mêmes ont besoin de reconnaissance, mais de reconnaissance de leur pratique. C'est-à-dire de ne pas laisser comme ça tout le monde faire tout et n'importe quoi parce qu'ils ne seront pas reconnus dans leur capacité spécifique. Oui. Une autre question, comment diminuer les réveils nocturnes? Comment diminuer les réveils Nocturnes. Ça, c'est le problème de l'énurésie. Parce que, ou alors les réveils nocturnes dans l'incontinence urinaire par les réveils nocturnes, c'est la question. Alors, diminuer les réveils nocturnes, si on a une incontinence, par exemple par urgenturie, la nuit,
ce qui est différent de l'énurésie infantile, bien sûr, le problème, c'est de savoir l'analyse que l'on peut en faire. Donc, il y a une gestion des prises de boissons différentes dans la journée pour les selles nictémaires, puis on a des thérapeutiques spécifiques qui diminuent la production d'urine la nuit. Et donc ça, on arrive à gérer. Mais la nicturie, c'est aussi l'apanage des personnes âgées. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, beaucoup plus de sécrétion rénale. Plus on arrive en âge, on est mal foutu, hein. Et plus on a de remplissage vésical, si vous voulez, quand on devient vieux. Donc plus on est sensible à un réveil nocturne. Le réveil nocturne, chez l'homme par exemple, c'est aussi la traduction de certaines pathologies. Quand j'évoquais là tout à l'heure que l'incontinence urinaire, quelle qu'elle soit, chez l'homme ou chez la femme, c'est un symptôme. Et c'est un symptôme qu'il faut décortiquer. C'est-à-dire qu'il nous faut en faire un diagnostic sémantique. Est-ce que ça... Je pense que ça a dû répondre à la question. L'incontinence urinaire est inéluctable. Non? Même pour dans le prémental. Même dans le traitement. C'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'en fait, on est de plus en plus âgé, hein, c'est une évidence. Mais vu qu'elle augmentait avec l'âge, parce qu'il y a le vieillissement de l'appareil. Vieillissement à la fois des systèmes de soutien et des systèmes de sécurité. Il y a aussi moins d'activité. L'activité sportive est plutôt favorisante. Puis ensuite, il y a le problème de l'institutionnalisation. Qu'est-ce que c'est que l'institutionnalisation? Et en fait, on s'est aperçu dans certains services gériatrie, par exemple, certains services d'EHPAD ou dans certaines maisons de retraite, que pour faciliter le travail des soignants, on mettait systématiquement des... Et ça, c'est terrible. C'est dramatique. Ouais, c'est terrible. Mais pour autant, quand vous allez interroger ces équipes, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux. Donc, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et on s'est aperçu aussi, parce qu'on a fait, essaye de faire des modèles, si vous voulez, que si on prenait en compte chez les personnes âgées ces problèmes urinaires, en supprimant les couches, en proposant des années régulières, c'est-à-dire ce qu'on appelle des missions sociales, c'est-à-dire à heure fixe, parce qu'il y a une diminution du besoin, c'est chez la personne âgée, puis ça coule un petit peu tout seul, on arrive à arrêter les problèmes. Il faut oublier que l'industrie de la couche, si vous voulez, on l'oublie trop souvent, c'est l'industrie qui fait le plus de bénéfices actuellement. Je finis un peu recherche, je ne vais pas cracher dans le slip. Il y avait la question, si vous voulez. Oui, moi j'avais une question, alors vraiment, pas du tout dans le domaine. Au niveau des produits, aussi bien pour les hommes, pour les femmes, puisqu'on voit des publicités de partout, bon, il y a les pharmacies, pour les hommes comme les femmes. Voilà, partout, y compris sur Internet, maintenant ça n'arrête pas. Est-ce qu'il y a vraiment des produits qui peuvent être un petit peu efficaces, ou pas du tout, ou c'est que du commerce? C'est du palliatif. C'est du palliatif. Ah, ça veut dire quoi? Ça ne va jamais contrecarrer le symptôme, c'est-à-dire l'incontinence, c'est le reste. Simplement, c'est le recueil des urines qui se fait différemment. Donc, il y a eu deux choses qui ont été travaillées. C'est des produits qui permettent plus d'absorption et c'est des produits qui permettent moins d'odeur. C'est tout. Et donc, vous avez des couches de différents poids. Parce qu'en fait, quand on mesure une incontinence urinaire, donc je dis, on fait ce qu'on appelle des calendriers mictionnels. C'est-à-dire les calendriers mictionnels, on propose aux personnes, hommes comme femmes, de mettre des couches. On fait peser les couches dans le nictémère, si vous voulez, puis on arrive à mesurer, quand je vous dis que l'incontinence urinaire sévère, une dans modéré, c'est sûr que c'est un peu vague ce que je vous ai proposé là, mais on a des définitions qui vont en cas. Et donc, tous ces palliatifs, alors je vous ai parlé un peu des faissères, et je trouve qu'on n'utilise pas suffisamment souvent de faissères. Par exemple, chez les marathoniennes, marathon de Paris. SR, c'est un anneau en caoutchouc. Voilà. On va mettre dans le voisin et qui va venir soutenir. C'est un système, un soutènement élastique en même temps, c'est du caoutchouc. Et dans chez les personnes âgées, c'est quelque chose qui est extrêmement.
Moi, j'ai été opéré de la prostate. Après, pendant 3 mois, bon, j'avais les couches. Puis après, on m'a dit en travaillant sur le sphincter strié, on arrive à maîtriser ça parce que le sphincter lisse n'existe plus. C'est quoi ça? C'est une histoire? Non, non, c'est très vrai. Et c'est là qu'on n'est pas égaux entre les femmes et les hommes. En fait, la vessie, vous avez vu que c'est un réservoir de remplissage, quoi. Plus il se remplit, plus il se laisse distendre. Et plus il se laisse distendre, plus il ferme l'orifice, le premier orifice qui est en bas, on appelle l'orifice interne, pétral, et qui est entouré par un sphincter. Lisse. Un sphincter qu'on appelle lisse. Lisse, pourquoi? Parce que sa configuration musculaire, quand on le regarde en histologie au microscope, c'est tout lisse. Mais c'est surtout un sphincter que vous ne pouvez pas activer. Voilà. Ça, il s'active par un système neurologique un peu particulier, comme un système neurologique qui activerait le cœur, ou qui activerait la contraction de vos artères, c'est-à-dire que c'est un système végétatif ou autonome. Donc celui-ci va fonctionner en fonction du remplissage. Donc, plus la vessie se remplit, plus celui-ci se remplit. Puis dans la tuyauterie, en dessous de la prostate, chez l'homme, vous avez un sphincter strié. Et là, on n'est pas égaux, les femmes et les hommes. Les hommes, on a un sphincter strié qui est circulaire, qui est même plus compliqué que ça, que circulaire. Et en fait, on a la capacité de serrer et desserrer ce sphincter pour se retenir ou pas. Chez la dame, ce sphincter strié, non seulement il est beaucoup plus faible, mais il est ce qu'on appelle en oméga, c'est-à-dire qu'il n'est pas fermé derrière. Ça veut dire qu'il ne peut pas occlure l'urètre. Et que plus on arrive en âge, moins il y a de fibres musculaires striées au profit des fibres musculaires lisses qui se contractent toutes seules. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que, à partir d'un certain moment, si vous n'entretenez pas, c'est ça que je vous ai parlé d'entraînement, si vous n'entretenez pas ce sphincter, vous allez perdre de sa fibre musculaire striée. Les femmes vont perdre leur fibre musculaire striée. La prostate, elle va jouer un rôle, puisqu'elle entoure, elle entoure la partie du début de l'urètre chez l'homme, et pendant qu'elle est en train de grossir, elle va rétrécir le conduit. Donc elle va entraîner quoi? Difficulté pour pisser, parce que vous allez vous souvenez un petit peu de ça avant l'intervention, probablement, et votre sphincter, il reste tranquille, il travaille moins. C'est pour ça qu'il faut le réactiver après, si vous voulez, pour pouvoir avoir une efficacité. C'est une rééducation chez l'homme, pareil, de façon extrêmement précise. Mais c'est un entraînement quotidien. Après, là-bas, une éducation en entraînement. Regarde, probablement, vous avez fait. Et quand on parle de noir, c'est des problèmes de cicatrisation du tissu aussi. Comme par exemple, on parlait un petit peu tout à l'heure, chez la dame qui vient d'accoucher, je ne vais pas proposer une rééducation tout de suite, quoi. Je vais d'abord proposer dans la législation, je vais proposer une rééducation s'il y a une fuite, s'il y a eu des fuites pendant la grossesse. Très très bien. S'il n'y a pas de fuite, il n'est pas question de prescrire de la rééducation. Ce qui n'est pas fait, hein, puisque les dames, elles vont demander la rééducation. C'est comme ça. Bon. Cette rééducation, si les dames allaitent, si les dames n'allaitent pas, c'est encore aussi différent. Si les dames ont une épisio, si on n'a pas une épisio, c'est encore un peu différent. Si elles ont une déchirure sur une période ou pas de déchirure, c'est un petit peu différent. Et on sait que l'imprégnation hormonale, si vous voulez, a une intervention sur les tissus, particulièrement ces muscles-là. Et particulièrement sur certaines articulations du typage. Donc on ne va pas faire tout et n'importe quoi immédiatement après la grossesse, sous prétexte d'avoir un ventre plat. Voilà. Donc, toute une éducation à faire. Oui. Il est bon de se retenir. Est-ce qu'il faut y aller? Alors, c'est ce fameux stop pipi. Est-ce qu'il faut y aller si l'envie vient? Est-ce qu'il faut y aller tout de suite? Ou est-ce qu'on se... On dit souvent en langage courant qu'il n'est pas bon de se retenir. Alors, docteur. Tout dépend de l'intensité du besoin. On est quand même, on a de la chance d'avoir ce qu'on appelle 3 types de besoins. 3 types. Un premier besoin qui est vite oublié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans votre vie quotidienne, hop, vous allez dire, bah, tiens, on va couper le faire. Puis ça va, vous allez l'oublier assez rapidement. Puis la vessie va continuer à se remplir. Vous connaissez à peu près les quantités, peu importe. Et ce besoin, il va vous rester en tête. Il va vous rester en tête
pour vous imposer de vous retenir. Mais vous imposez tout en continuant vos activités. Ça, c'est la meilleure retenue. Par contre, si vous attendez trop, chez les hommes et chez les femmes, on va pas avoir les mêmes choses. Chez les hommes, s'il attend trop, il va avoir des difficultés d'ouvrir son sphincter. C'est-à-dire il va avoir des difficultés pour pisser. Tandis que la dame, elle va être piégée. Parce qu'elle va augmenter sa pression intra-abdominale plutôt que d'améliorer ses systèmes de soutènement. Donc, il n'y a pas blanc ou noir. C'est comme la vie. C'est un système de gris, si vous voulez. Il n'y a pas de contraste. Voilà. Oui. Non, 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 non. J'ai une question, si vous me permettez, un ordre de grandeur des chiffres chez les hommes. Par rapport à quoi? Par rapport, là, on a vu beaucoup de chiffres sur la femme. Le pourcentage, vous voulez la prévalence. C'est-à-dire le nombre de personnes touchées. Est-ce qu'on le connaît ou pas? Oui, oui, bien sûr. Et deuxième question qui leur était, comment se fait-il que les médecins généralistes ne posent pas la question avant de faire La question. Parce qu'on a essayé de trouver effectivement l'élément de réponse. Alors, l'incontinence urinaire de l'homme, elle est essentiellement, comme vous l'évoquiez, monsieur, après une intervention chirurgicale, souvent mais l'incontinence urinaire de l'homme n'existe pas. On a fait un très gros livre avec des collègues belges sur l'incontinence urinaire, le forum par l'incontinence urinaire de l'homme. C'est pas quelque chose. S'il n'y a pas une pathologie sous-jacente, si vous voulez, c'est pas la même chose que chez la. Attention, je vous ai parlé d'un symptôme, je n'ai pas parlé de pathologie. L'incontinence urinaire de l'homme, elle existe chez le Parkinson, elle existe chez les patients sclérosés en plaques, elle existe chez les blessés médulaires, elle existe. C'est une évidence. Mais c'est soutenu par une pathologie générale qui a une conséquence sur l'appareil urinaire. Est-ce que ça va? Chez la femme, c'est un peu différent. C'est ces systèmes à la fois de soutien et de soutènement qui sont dans une perturbation. Voilà. Alors les chiffres, c'est même pas 10%. C'est 6 à 7%. Et encore, elle n'est pas persistante. Une fois qu'on a de la chance. On va dire 30%. Après, si la dame pisse un peu partout, nous, on a des difficultés pour pisser. À un moment donné, ce qui n'est pas forcément mieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la prise en charge de l'urgenturie? Alors, de l'urgenturie, l'urgenturie, ça fait partie d'un syndrome qu'on appelle l'hyperactivité vésicale. L'hyperactivité vésicale, c'est-à-dire, je vous ai expliqué tout à l'heure, que la vessie, quand elle se remplissait, elle se laissait distendre. Est-ce que ça va? C'est-à-dire, elle se remplit à basse pression. Et il ne doit jamais y avoir de contraction vésicale pendant ce temps de remplissage. Certaines personnes, on n'a pas encore on commence à savoir qu'on a une tunique dans le fond de l'urètre qu'on appelle une muqueuse, ça me dit un peu quelque chose, une muqueuse on a une muqueuse intelligente dans la vessie qui est assez exceptionnelle et qu'on commence à connaître un petit peu plus. Probablement, c'est un problème d'uropénie. Donc, c'est une muqueuse qui donne des contractions un petit peu aberrantes, sans qu'on sache véritablement pourquoi, et donc qui donne ce qu'on appelle une hyperactivité du détrusor. Le détrusor étant le muscle de la vessie. Donc ça, si on arrive à déceler une hyperactivité du détrusor dans un syndrome d'hyperactivité vésicale, parce que ça va, pour des examens complémentaires, on appelle le bilan neurodynamique, on a des thérapeutiques spécifiques. Thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est l'anticholinergie parasympathico-lytique, avec une efficacité, c'est peut-être une sorte du vésicaire. Mais c'est des médications qui sont vraiment efficaces. L'hyperactivité vésicale, parfois, il n'y a pas d'hyperactivité du trou, il n'y a pas de contraction. Par contre, c'est un problème de sensibilité vésicale. Certaines vessies sont hyper sensibles sans pour l'instant qu'on sache. C'est-à-dire là, il y a un besoin qui est beaucoup trop précoce plus qu'il ne devrait être. Alors, on a essayé de trouver tout un tas de circonstances et on en a découvert, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des cystites inflammatoires, des cystites infectieuses, c'est-à-dire des inflammations de cette muqueuse qui nous perturbent. Les dames comme pour les hommes, vous avez peut-être certains vécu une infection urinaire. Une infection urinaire, c'est de l'infection, on va revenir là-dessus, mais qui va donner une irritation de cette muqueuse.
et qui va vous faire aller au WC beaucoup plus qu'il ne faudrait. Ça s'appelle une urgenturie aussi. C'est ça. Donc, dans cette urgenturie, il y a toujours une raison, même si on ne sait pas encore reconnaître toutes les causes de ces raisons, telles que l'hypersensibilité vésicale. Est-ce que ça va? Il y a parfois des vessies qui sont beaucoup, qui ne se laissent plus distendre. Et ça, c'est des vraies maladies. C'est ce qu'on appelle les cystites interstitielles. Alors, on en trouvait beaucoup avant chez les patients tuberculeux, où les vessies, ma foi, perdaient leur élasticité. C'est-à-dire, au lieu de contenir 500 millilitres, elles ne contenaient plus que 150 millilitres. Pas la même chose. Sachant que vous avez un flux qui va faire continuellement des reins, quelques millilitres par minute. Et en fait, votre vessie à 150 va être rapidement remplie, puis il va y avoir un débordement facile quelque chose. Ça, c'est les systèmes interstitiels. Dans la maladie de Parkinson, par exemple, j'en parle beaucoup de la maladie de Parkinson. Pourquoi? Parce que c'est la maladie on va dire, de l'âge à partir de 40-50 ans, qui peut persister très longtemps dans la vie. Et les gens vivent, et il y a toujours un impact sur à la fois le tractus digestif, en termes de constipation, et sur la vessie. Tout le temps. Donc, ces urgenturies, si vous voulez, ces manifestations irrépressibles à l'éliminer sans pouvoir se contrôler. Et le syndrome de l'ascenseur? Comment? Le syndrome de C'est l'ascenseur. pareil, c'est le même syndrome que la clé sur la porte. Oui. Voilà. Mais là, c'est pas un problème d'irritation de la C'est muqueuse pas un vésicale. problème d'irritation, c'est un problème de sensibilité vésicale. Et là, on n'a encore pas décelé exactement ce que c'est. On retient qu'il ne faut pas être constipé, donc manger de la banane. On retient qu'il ne faut pas être constipé. C'est une bonne. Oui, les règles. Il faut être hydraté, manger des fruits et légumes, il faut être hydraté surtout. Mais bon, beaucoup de gens oublient de boire régulièrement dans la journée. Et hydrater, c'est pas boire 1 litre d'eau ou un demi-litre d'eau, c'est boire régulièrement toute la journée. Ça, Donc, vous avez vu Beaucoup de gens que sont déshydratés. le bas appareil urinaire était à côté, c'est ce qu'on appelle un crosstalk, était à côté du système digestif terminal. Vous avez bien vu ça. Et en fait, ils parlent ensemble. C'est ça qu'on appelle, c'est un regard croisé. Crosstalk, c'est un regard croisé. Neurologiquement, ils fonctionnent en même temps. Théoriquement, chez 90% des gens, quand vous allez à la selle, vous ne pissez pas en même temps. Vous pissez avant ou après, mais vous ne devriez pas pisser en même temps parce que la mécanique physiologique, si vous voulez, ne l'admettrait pas. Bon, c'est difficile à voir. Je suis sûr que demain matin, c'est pour ça que je vous le dis. Quand même. Après, qu'est-ce que c'est que la définition de la constipation? Constipation, c'est un ralentissement des selles. Est-ce que c'est terminal ou est-ce que c'est avant? Simplement, il faut qu'on ait un rythme à soi. Et puis en fait, vous voyez si vos selles sont de constipation ou si vos selles ne sont pas de constipation. Non, on ne peut pas revenir là-dessus, mais c'est les petites crottes de bique, par exemple, il faut fuir les petites crottes de bique, quoi. Parce que c'est des selles de constipation. Mais vous devriez avoir tous les 2 jours, des selles moulées correctement et vous devez l'évacuer régulièrement pour avoir une bonne santé de votre appareil urinaire. Voilà. Ou pour avoir une bonne santé de votre génitalité. Et ça, c'est un autre sujet. Des questions encore? Donc, c'était chez les médecins généralistes, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas aller? Ah oui, excusez-moi. Parce que, comment? C'est un problème difficile pour moi, parce que c'est un problème générationnel. Il s'avère que, ayant eu des responsabilités à l'université, j'étais centré sur les programmes de formation. Puis les jeunes nous ont dit, attendez, mais vous ne vous rendez pas compte, on n'est pas tout ce qu'on bosse, quoi. Donc, ce qu'on a fait, on a diminué les items de formation. Et après, on nous a dit, mais attendez, c'est 35 heures maintenant. Donc, vous allez encore diminuer les items de formation. Et puis, on en arrive à faire des choix sur ce qu'il faut proposer ou ce qu'il ne faut pas proposer. Il touche un système, enfin, le domaine qui touche un pourcentage de la population très important. Oui. C'est simplement. Quand il y a un symptôme, on nous envoie chez le spécialiste. Oui, c'est à peu près ça. Alors,
Le problème, On ne peut pas tout savoir sur tout, il ne faut pas jeter la pierre. non, non, Parce que, oui. c'est le médecin généraliste. Ça fait par Médecin généraliste, ça ne veut pas dire tout savoir sur tout. l'ensemble. Médecin généraliste, médecin de famille, ça veut dire connaître ses compétences, connaître ses limites Connaître ses limites. et avoir ses réseaux. D'accord. Pour moi, c'est la Donc, médecine générale la c'est plus ça. difficile, d'accord? Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Ce qu'on essaye de faire, pour vous dire, sur l'incontinence urinaire, dans le nouveau programme, là, pour ce qu'on appelle l'internat, si vous voulez, l'examen national classant, qui est plus un classement, qui est plus un concours, enfin voilà, c'est de la médiatisation. C'est la même chose, ça n'a pas bougé. Donc, sur la continence urinaire, je pense que les médecins de tout le monde ont à peu près 5 heures dans leurs études. En tout et 5 heures sur 9 ans? sur 9 ans. Ouais, donc, ils peuvent pas être informés de tout. L'information sur le système. Et oui, non, mais alors après, vous savez comment c'est calculé? Non, c'est un coût. On va revenir là-dessus, mais c'est qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est actuellement la cardio, les urgences, la cancéro, et combien il y a. Bonsoir, hein? Quel est le rapport qualité-prix, si vous voulez, entre guillemets? C'est-à-dire, qu'est-ce qui sera le plus rentable dans le dépistage? C'est pour ça que je me suis permis de venir ici. Bon, parce que vous voyez très bien que c'est très peu parlé, quoi, en fait. Parce que ça reste encore un tabou. Mais ça a toujours été un tabou. Hein. Moi, quand on a récupéré la maison de mon arrière-grand-mère, j'ai trouvé des culottes fendues. Qu'est-ce que c'est? Oui. Les grands-mères en avaient. Ben oui, les grand-mères, elles avaient pourquoi? Parce que quand elles étaient au jardin avec des grandes robes, il suffisait qu'elles écartent les cuisses pour pisser. Bon, ce que vous voyez maintenant, vous avez déjà vu une culotte fendue, vous avez déjà vu ce que c'est qu'un string. C'est quand même deux choses différentes. Quand même. Non, mais j'en parle bien parce que. Alors, on est dans une situation, il ne faut pas jeter la pierre, si vous voulez. Non. Je reviens sur ce que j'ai dit, on ne peut pas savoir tout sur tout. Et le temps d'une consultation médicale, on a une salle d'attente qui est pleine, vous venez pour un symptôme. Même moi, spécialiste, si vous voulez, si je ne posais pas, évidemment que je suis sensibilisé, donc si je ne posais pas la question, d'accord, la plupart du temps, on ne m'en aurait pas parlé, d'accord. Donc c'est dans l'intimité d'une consultation spécialisée, où on est déjà par définition dans la sphère intime, que j'avais cette confession presque, d'accord, hein, voilà. Donc voilà. Oui, mais excusez-moi, mais dans la pratique du sport, comme on le voit, vous mettiez l'accent sur le phénomène de ne plus avoir de visite médicale. Ça va pas dans le sens du bien, hein, excusez-moi. Hein, je porte un jugement peut-être, mais moi, ça me. ça interroge. Ça, c'est gentil. Hein. Non, mais je partage Pierre, hein, ce que dit Pierre, parce que vous n'avez pas voulu faire médecine générale. Parce que pour avoir fait des remplacements en médecine générale, ça m'a créé une angoisse phénoménale, quoi. Une angoisse phénoménale par rapport à quoi? Par rapport à mon incompétence. Hein? Parce que, bon, il y a des problèmes, c'est pas aussi facile que ça. Les médecins de famille, ouais. Puis on a une modification du médecin de famille. Maintenant, on est passé du médecin de famille au médecin traitant. Parce que vous avez un contrat avec le médecin, maintenant. Il n'a plus le même rôle qu'avant. On veut dire qu'il n'a plus le même rôle qu'avant. Il ne fait pas le même travail qu'avant. Avant, il était disponible 24 heures sur 24. Bon. Il y avait encore Belleveux et Niès, là, qui sont, certains sont médecins généralistes, d'autres sont autre chose. À la maison, il y avait une grande discussion. Combien de temps tu travailles par semaine? Alors, il y en a un qui disait, ben, moi j'ai des enfants, yes, pareil de 9h à midi, de 14h à 17h. Bon. Mon neveu qui est neurologue, lui je dis, ben, moi non, je ne travaille pas comme ça, je travaille de 8h du matin à 18h, mais le lundi, mardi, mercredi. C'est tout. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je fais autre chose. Ouais. Pas le même travail. Et pas dans le même cadre. La formation, on est dans l'obligation d'une formation dite continue.
c'est un bazar pas possible actuellement au niveau de l'ordre des médecins pour savoir ce qu'il faut exiger. Parce qu'on n'a pas le droit d'exiger quelque chose. Parce que les visiteurs médicaux font une formation de. Il n'y en a plus de visiteurs médicaux. Alors là, Ah, mais Non, non, en fait, c'est pour revenir un petit peu, nous recentrer un petit peu, de façon très synthétique, c'est un métier extrêmement difficile, un métier sous tension. D'abord, on n'a plus de médecins, on est en carence, même ici dans le Var, on manque de médecins généralistes. Donc, vous êtes les plus favorisés. Ceux qui sont là sont sursaturés de travail, avec des tâches administratives extrêmement envahissantes. À quel moment ça a dérapé? Vous voulez effectivement passer un peu. Comment on est arrivé à cette situation-là? je sais à peu À près. quel moment ça a dérapé? Oui, numerus clausus. Et je vous invite également à écouter ça, parce que la santé a toujours coûté cher. Donc, il y avait deux solutions, d'accord? Soit, on ne peut pas diminuer mais la demande, donc on va la diminuer santé l'offre. coûte cher, mais il n'y a pas de prix. Oui, à l'époque, c'était un calcul technocratique. Il y a eu ce calcul technocratique. On va réduire l'offre pour réduire la dépense, d'accord? Donc, on a mis un énorme je pense que- et on a réduit le la place, ouais. Et après, la problématique, c'est que personne n'a réaugmenté. Et quand nous, on s'y est tiré la sonnette d'alarme et autres, ça venait des médecins, on ne nous écoutait pas. Ils ont commencé à en prendre conscience quand ils ont touché le problème du doigt, le problème de la démographie médicale. La seule chose, c'est qu'on ne réouvre pas facilement. D'accord? La taille des amphis sont limitées, la taille pour former un médecin, c'est très long, ça dure 7 ans. Il faut du personnel pour le former, c'est un compagnonnage, la formation d'un médecin, c'est extrêmement long. Hein, les études de médecine, c'est 6 ans, c'est 7 ans. Il y a les études ensuite de spécialité qui se rajoutent. On ne peut pas fabriquer comme ça un médecin en auto. Donc, on paye, si vous voulez, des années, d'accord, de technocratie qui ont été appliquées en réduisant volontairement. Et c'est très difficile maintenant de réaugmenter. Alors, ils l'ont fait, hein, ils en ont pris conscience, ils ont fait, même M. Juppé a fait son mea culpa public hein, sur le numerus clausus, mais on paye cette situation-là. Ah, il y a une modification de la population. il a cherché à plus là. Pardon, j'ai commencé longtemps. Partie de numéros clausus. Et en fait, il y avait beaucoup moins de place que ce qu'il y a maintenant. Par contre, il y avait 75% d'hommes et le reste de dames. Ça a changé, ça. Maintenant, il y a 4. Excusez-moi, mais ils ont autant de compétences. Non, mais c'est pas une question de compétence, c'est une question de quantité de travail. De mode de vie. Qui de nos jours peut accepter de faire les horaires que je faisais, d'accord, hein, quand on travaillait 70-80 heures le jour, la nuit, coucher la nuit, avoir la consultation pleine le jour, ne pouvoir dormir que le surlendemain, C'est pas bien. passer la nuit. Qui peut accepter ça de nos jours? Et c'était pas bien, mais c'était une réalité. On avait toujours vécu comme ça. Voilà. On le faisait aussi, parce qu'on était passionnés, on aimait ça. Mais de nos jours, dans les services, les étudiants, ils disent, non mais vous êtes fous, moi je ne veux pas ça. Moi, je dois être à côté de ça. Les médecins d'aujourd'hui qui sont aussi passionnés que les médecins d'hier. Tout à fait. Ils sont passionnés. Les gens sont formés dans une qualité de vie, et on doit leur reconnaître une qualité de vie ou une qualité de plateau technique. C'est-à-dire que la médecine s'est complexifiée et pour exister, il faut pratiquer dans de bonnes conditions, il faut avoir un réseau, il faut avoir des outils pour le faire. C'est un problème des déserts médicaux. Il ne suffit pas de créer un cabinet, même avec un salaire. Il faut faire venir quelqu'un. Celui qui va venir, eh ben, il veut pouvoir avoir son réseau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne connaît pas sur. Il a besoin d'avoir son réseau. Et ça, c'est une notion importante. Mais on s'éloigne un peu des sujets. On part sur autre chose. Hein. On va couper au montage. Et on va terminer la.